Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un procédé critique, je poursuis mon éternelle exploration du cinéma de Clint Eastwood. J'en arrive ici en 2002 sur un Créance de sang, ou Bloodwork en version originale, coincé entre Space Cowboys, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, et le grand Mystic River. Pour lui, c'était il y a quelques années la vidéo dessus. Alors, une nouvelle fois, là, Monsieur Eastwood se donne le rôle principal, donc il est à la fois devant et derrière la caméra. Il y joue Terry McCallum, ce personnage assez culte depuis la fin des années 90, donc peu avant, suite au succès du bouquin d'origine ici adapté, écrit par Michael Connelly, et qui aura plus ou moins quelques suites ou autres occurrences d'aventure pour cet ancien profiler du FBI qui a dû prendre sa retraite, mais quand même continuer le boulot. Donc c'est un rôle qui colle parfaitement à Clint Eastwood, vous le comprenez. Voilà, un peu vieillissant, mais on va toujours quand même de l'avant. À ses côtés, nous avons Jeff Daniels, évidemment connu à l'époque pour ses rôles dans Dumb and Dumber ou Speed, mais pas que. Il était par exemple excellent dans un Pleasantville en 1998, dont on ne parle que trop peu à mon goût. Citons aussi les présences de Wanda de Jesus, qui va être la femme qui va changer un petit peu la vie retraitée de cet ex-agent du FBI, Angelica Houston, qui interprète une docteure, citons aussi les présences de Paul Rodriguez et Dylan Walsh, qui sont des inspecteurs de la police de Los Angeles, évidemment. FBI contre police, on a ça surtout au début, et puis en filigrane, fil rouge, plus ou moins humour, jusqu'au bout. La relation entre l'un des deux et McCallum est assez drôle, dans une histoire, une affaire qui ne l'est pas du tout. Alors, parce que c'est un sorte de thriller policier, si vous voulez, comptant on va dire le destin, quelque part, de cet ancien profiler du FBI, qui est, au début du film en tout cas, 2 ans avant les événements principaux, à la poursuite d'un tueur en série, surnommé le tueur au code. Et alors qu'il est sur le point peut-être de l'arrêter suite à une poursuite, il va avoir un infarctus, une crise cardiaque, et passer à 2 doigts de la mort. La mise en scène d'ailleurs nous le fait comprendre avec cette lumière spotlight des hélicos en haut. Mais 2 ans après, il est là encore, et il doit sa survie notamment grâce à une greffe du cœur. Et bizarrement, ce nouveau cœur qu'il a en lui va avoir une importance, car la sœur de celle qui lui a donné son cœur, malgré elle, parce qu'elle est décédée, vient le voir, sachant que c'était un grand monsieur du FBI, un profiler technique, quoi, qui aurait eu sa série à part, que ça n'aurait pas été étonnant. Et elle lui dit, oui, bon, vous avez le cœur de ma sœur, et celle-ci a été tuée, donc ok. J'aimerais que vous m'aidiez à trouver le tueur. Alors que vous aidiez la police, potentiellement. C'est là où il va retrouver ses ex-compagnons de la police de Los Angeles, qui évidemment l'envoie balader un peu, parce qu'il est non seulement à la retraite, mais il n'est même pas détective privé, il n'a pas le droit. Et on voit bien que Terry McCallum se moque d'eux en rapportant des donuts. Humour eastwoodien un petit peu rajouté ici. Terry McCallum, il va quand même faire son enquête, avec l'aide d'une autre inspectrice, plutôt une sorte de comté shérif local, qui est jouée d'ailleurs par Tina Lefford, je ne sais pas si c'était son nom, et aussi l'aide donc de son voisin, buddy, voisin de bateau, parce qu'il vit sur un bateau, interprété par Jeff Daniels. Alors c'est compliqué, parce que c'est pas... Enfin, il y en a un qui est à la retraite, un qui n'est pas du tout professionnel, c'est un vrai glandeur, quoi, c'est une sorte de Big Lebowski version eastwoodienne là. Et bon, la dame, l'inspectrice, elle fait ce qu'elle peut à côté. Il ne faut pas trop que ça se sache que Terry McCallum est de retour d'affaires sans avoir le droit, le permis d'exercer en tant que détective privé. Mais alors, en essayant de découvrir un petit peu les tenants et les aboutissants, il va se rendre compte que celui qui a tué celle qui lui a donné son cœur n'est nul autre que probablement le tueur au code sur lequel il était, on va dire... dans l'obsession de l'arrestation. 2 ans auparavant, tout est nié, forcément. Il va y avoir des révélations ou autres surprises, peut-être, et fausses pistes, évidemment, inhérentes à ce genre de film, qui part très bien. D'ailleurs, c'est un métrage qui a une introduction bien marquée sur ces, on va dire, moments qui vont amener la quasi-mort de ce personnage du FBI, enfin, c'est sa mort professionnelle, si vous voulez, où on le voit déjà en tant que sorte de star très mal vu des policiers, parce que oui, s'il est sur l'enquête, il va faire les premières pages, et ça donne l'impression que les gens du terrain considèrent ce monsieur comme quelqu'un qui veut à tout prix attirer les projecteurs à lui. Et justement, sur cette poursuite, alors qu'il est à 2 doigts de l'arrêter, ce tueur,
où il a les projecteurs en haut, etc., ben, il va passer à 2 doigts de la mort. Ce qui va probablement lui changer pas mal de choses. Transition remarquable, hein, d'ailleurs, hein, ce plan où il est aveuglé, etc., et est en train de s'évanouir, et après on le retrouve 2 ans ausculté par le docteur sous cette lampe, etc., qui fait la même lumière. Eh bien, on sent qu'il a une nouvelle vie. Certes, il a traversé potentiellement la mort, mais là, avec ce nouveau cœur, il doit faire autre chose. Mais cette autre chose, ce n'est pas passer son temps sur un bateau à glandouiller, à profiter des vieux jours. Non, on va se rappeler à lui et à son destin, de toute façon de base, qui est donc d'arrêter les méchants. Et c'est celle qui lui a donné une nouvelle chance, indirectement, qui va lui remettre le pied à l'étrier, donc c'est par la sœur. Vous lui devez ça quand même. Et lui, il va avoir cette culpabilité. Et jusque donc dans cette fin de première partie, avec ce cauchemar, un moment où il est du point de vue de celle qui est morte, parce qu'il a son cœur, une sorte d'ailleurs de fantasmagorie avec image en négatif, passionnant ça. Qu'on comprend voilà, le build-up d'un potentiel traumatisme, de culpabilité de survivant, qui va leur ramener sur le terrain. Et après, on a un film qui déroule sa ligne directrice, non sans intérêt. Il y a des bonnes choses, hein, parce que c'est Eastwood et qu'il a ce charisme et qu'il sait se mettre en scène dans ce genre de rôle-là aussi. Mais c'est un peu cousu de fil blanc, jusque d'ailleurs jusqu'à une forme de révélation. Je vais faire une zone spoiler pour ça quand même, mais moi je l'ai vu venir, mais très rapidement, pour plein de raisons en fait. Mais voilà, on construit cette enquête-là qui va amener donc à voir les liens du sang. Genre, vous en dire plus, il y a une sorte comme ça, hein, d'où la créance de sang de toute façon. Il a une dette envers de toute façon cette nouvelle vie qu'on lui a donnée. Et donc le tueur au code, c'est ça, hein, qui l'a mené presque vers la mort, va lui donner ici une nouvelle existence, une nouvelle raison de vivre. Et évidemment, il va se rapprocher du personnage de la sœur. Alors ça, c'était pas obligatoire. Hein, mais la romance va se développer un petit peu. Il y a aussi cette histoire du fils hein, de la morte, donc il va devenir presque indirectement une sorte de père de substitution, potentiellement, on sent qu'il y a une construction, puisqu'il a la mère en lui. Il y a même un moment, pas forcément sponsorisé par la NRA, mais pas loin, avec une arme. Oh, attention, il faut pas jouer avec les armes, c'est dangereux, mais tu peux la regarder quand même, hein, il donne la marque, peut-être plus tard t'en auras besoin. Oh, ouais. Clint Eastwood là-dessus, on sait ce qu'il peut en penser. Bon, voilà. Mais ouais, ce qui est passionnant, c'est que paradoxalement, hein, sur certains petits points, hein, ça peut annoncer ce qu'il fera beaucoup mieux et avec une ambiance beaucoup plus marquée dans Mystic River l'année d'après. C'est comme s'il avait en tête l'idée 2. Je crois que c'est aussi l'adaptation d'un roman, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est souvent le cas avec Eastwood à cette époque. Donc il y a une sorte ici de transition, je pense, après un Space Cowboy qui était bon, Eastwoodien sur plein de points, évidemment, hein, sur le regard de l'évolution de la vieillesse, mais on doit encore être là, on est encore là, tant qu'on vit, on fait des choses. Donc ça, mais transition vers ce qu'il va faire de beaucoup plus fort et marquant peu après. Donc oui, créance de sang, c'est pas le plus marquant. Mais quand même Eastwood, avec ce personnage assez à la Eastwoodienne, avec son humour marqué, où on se moque de la police un petit peu, forcément, lui c'est un loner, c'est le Lone Ranger, à un moment il cite ça d'ailleurs, hein. Il y a presque une référence westernienne quand il va voir tout seul là, le méchant russe, enfin, on est dans des clichés, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de clichés quand même qui sont là, mais il y a aussi des ouvertures, cette idée qu'il a un cœur mexicain en lui, ça dit aussi sa relation très positive qu'il a avec la communauté hispanique, et ça, il l'aura quasi jusqu'au bout, hein. Rappelez-vous la Mule, hein, pour faire simple, hein, j'ai ça en tête surtout, ou Cry Macho. Ça, c'est passionnant, parce que, quelque part, c'est l'ambiguïté, le paradoxe eastwoodien, très très humain, un petit peu ricain et frontal sur certains points, dans cette idée traditionnaliste-là, mais avant tout ouvert à l'humanité. Donc cette idée que il doit quelque chose à quelqu'un qui lui a donné une nouvelle chance et qui va, on va dire, être très proche de cette sœur et de son fils. Finalement, c'est pas si illogique ça. Son cœur s'ouvre tellement que oui, il y a ce piège peut-être de la romance qui alourdit les trucs. Bon, il y a le personnage de Jeff Daniels aussi, qui est là aussi en forme de faux comic relief. Je parlais de Big Lebowski, mais c'est vrai qu'il y a cette idée d'un trope là. Il y a une autre idée que je vais développer après. Mais c'est pas son meilleur rôle non plus, mais on l'aime bien dans cette idée-là. C'est un faux loser hein, sur le papier, qui va quand même beaucoup apporter forcément à l'intrigue et à son ami, parce que c'est vraiment des amis depuis qu'ils sont voisins de bateau. Et spoiler donc, parce que ce tueur au code là, forcément,
petit code à déchiffrer, c'est vraiment du profiling. À un moment, on voit McCaleb, Eastwood, qui en regardant une vidéo de surveillance comprend très vite, en prenant le timing, qu'il y a quelque chose qui cloche, et en effet on comprendra plus tard. Ce tueur en code et tout, là en fait il s'est débrouillé, mais vraiment débrouillé, en revenant dans la vie de McCaleb, pour le faire survivre. Parce qu'il y a quelque chose qui a été inachevé dans cette poursuite, dans cette fausse mort. C'était un jeu, quoi. L'un avait besoin de l'autre. Et sans on va dire, sans sa contrepartie FBI, le tueur s'ennuyait un peu. Donc il a tout fait indirectement là pour faire survivre McCaleb, en sachant qu'il a un problème d'organes, il a besoin d'un don d'organes. Donc il a fait tuer des gens qui potentiellement pourraient être des donneurs compatibles à McCaleb pour le faire revenir dans le jeu. Et il s'avère que ce tueur en code, c'est son voisin Buddy, joué par Jeff Daniels. Et là, alors là, vous avez une référence mais indirecte, mais moi ça m'a fait penser à ça, pour cette révélation-là. Oh là là, on pourrait ne pas s'y attendre, mais en fait, si vous regardez très vite les choses, c'est évident et c'est clair comme de l'eau de roche, c'est un peu forcé. C'est un peu à la Usual Suspect. Voilà, je vais pas vous spoiler Usual Suspect, je prendrai peut-être dans quelques mois, tiens, pourquoi pas, parce qu'il va fêter ses 30 ans. Mais voilà, le personnage qu'on n'attend pas, mais on lui donne trop d'importance. Et vu le déroulé du film, il est évident que ce personnage de Buddy, c'est lui, c'est le tueur. Voilà, il a tout fait parce que, oui, vraiment ami-ennemi, quoi. Il y a quelque chose, il a besoin de lui. C'est son point de vue. Voilà, ce tueur a besoin de cette némésis en face pour l'équilibre. Sauf qu'on va avoir à la fin du film l'idée que non, Terry McCaleb n'a pas besoin de lui et il va le tuer, il va faire même tuer ce fameux Buddy par la sœur qui va se venger en le coulant, en lui mettant la tête sous l'eau. C'est très eastwoodien, c'est direct, hein. C'est la vendetta, c'est pas grave. Hein. Allez, on met la morale de côté, l'importance, ici, c'est le sang, jusqu'au bout. Mais c'est là où on voit le côté presque westernien de cette fin, d'une certaine façon. Et ouais, bon, après, il y a ces tueurs du code, Buddy No One, et No One, il n'y a pas de 1, c'est grâce au petit, à l'enfant, qui s'appelle Raymond, qui vu que dans une liste de chiffres, il n'y avait pas de 1, No One, il s'appelle Buddy No One, ok, Buddy No One. En gros, c'est l'ami de personne aussi, Buddy No One, No One's Friend, si vous voulez, même dans son nom, bon, c'est peut-être dans le bouquin, ça, c'est peut-être forcé dans le livre, allez, à la rigueur. Mais là, c'est vrai que ça, dire que cette révélation que tu vois venir, elle arrive avec les grosses pattes. Et après la révélation, c'est trop rapide finalement le dernier acte, il n'y a pas de vrai build-up, bon il a kidnappé les deux, tout ça, et là il montre son vrai visage, on pousse les poncifs du vrai méchant, avec des remarques sexistes et racistes envers les hispaniques, enfin des clichés stéréotypaux, c'est pas besoin, pas besoin d'aller essayer de faire de lui quelqu'un de détestable autre que ce qu'il pourrait être, une sorte de loser psychopathe, voilà, qui a des gros problèmes. Bon, c'est pour ça que finalement, le développement en tant que tel de la némésis du méchant tombe un peu à l'eau, façon de parler, et de façon frontale de toute façon, parce que ça arrive trop évidemment et frontalement pour qu'on ait un dernier acte très marquant, même si sur la mise en scène, par contre, c'est très fort. C'est-à-dire que Eastwood, il sait gérer ça. Il sait gérer ces effets de style qui sont c'est un réalisateur, il sait faire, il n'y a pas forcément quelque chose qui va revenir en trope de cadre ou autre, mais Eastwood, il joue les ambiances, quoi. Il y a tout ce début avec la lumière, la transition vers la mort et la renaissance, la fin c'est très très sombre sur ce bateau, c'est un peu glauque, un peu poisseux quand même, qui peut annoncer sur certaines choses de Mystic River, même si c'est très différent encore une fois, et dans cette idée, voilà, on coule jusqu'au bout, bon, allez, ça fait le café, quoi. Mais c'est vrai que sur le plan écriture globale, alors je sais pas si le bouquin, du coup, je l'apprécierais si je le lisais. Est-ce que ça n'a pas été simplifié? Est-ce que finalement, il manque pas un peu de psychologie qui sont dans les pages du livre de base? J'en sais rien, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez lu. Mais c'est un peu, voilà, c'est un peu précipité et rushé dans un film qui fait presque 2 heures, donc je suis un peu réservé sur ce point-là. Mais je ferme ma zone spoiler en disant que, Créance de sang, c'est pas nul, du tout. Alors, pas du tout. Il a fait moins intéressant. C'est pas ultime non plus, mais oui, comme je le disais tantôt, c'est vraiment le film de transition qui va peut-être lui faire rentrer dans une nouvelle, on va dire, ère dorée, parce que la suite des années 2000 pour Eastwood, c'est quand même pas mal. Alors, je n'ai pas tout vu encore, mais de ce que j'ai vu, c'est quand même pas mal. 2000, même des années 2010. C'est passionnant sur certains points. Bon, c'est toujours pareil, dans cette idée eastwoodienne d'un gars qui, donc, même à la retraite, il a encore envie de faire quelque chose, et s'il peut, il le fait, et qui doit quelque chose. Il y a aussi
Cette idée de, pas de rédemption, mais ouais, j'ai une dette, donc voilà. Et ce côté très humain, mais qui a son franc-parler, brut de décoffrage, et qui ne traite pas forcément la police locale, et positivement, qui ne la voit pas d'un bon oeil, donc ça c'est aussi très dans l'idée de Eastwood, hein, un petit peu côté, vite fait, libertarien, mais voilà, un petit peu avec du recul quand même, hein, qui est inhérent à ce qu'il a fait dans sa carrière plus tôt. Donc, et ce qu'il fera aussi sur certaines autres œuvres après. C'est donc très 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 ancré dans la filmographie de Clint, bien évidemment, ce Créance de sang. Peut-être que le bouquin est plus intéressant, donc ça, hein, comme je le disais dans la zone spoiler, si vous l'avez lu, et que vous tombez sur cette vidéo sans avoir vu le film, n'hésitez pas à me dire du coup, enfin, voyez le film quand même, et voir si c'est pour vous beaucoup plus développé psychologiquement, parce que là c'est un petit peu avec des grosses ficelles. Mais j'étais quand même content de découvrir ce Créance de sang, et j'attends votre avis donc en commentaire sur donc sa narration, son évolution, ses révélations, son cinéma au sens large, avec bien sûr un focus sur les performances à la fois devant et derrière la caméra de Clint Eastwood. Et je vous dis à la prochaine, ciao!